C'est une multinationale d'un genre particulier, que vous connaissez tous, que vous fréquentez peut-être, présente dans le monde entier et au coin de votre rue. L'Église catholique. Sa hiérarchie, sa communication et sa zone d'ombre la plus terrible, la pédophilie. En Australie, 7% des prêtres auraient commis des abus sexuels sur mineurs, 4% aux États-Unis. Nous avons découvert que des religieux condamnés pour pédophilie sont toujours en activité, parfois au contact d'enfants. Grâce à des documents internes, nous vous révélerons comment des responsables de l'Église protègent des prêtres accusés d'agression sexuelle sur mineurs. En les déplaçant de pays en pays, notamment en Afrique. Notre enquête sur ces exfiltrations internationales nous a menés au Cameroun, en Argentine, aux États-Unis, en France et en Italie. Au fil de ces voyages, nous avons pu établir cette carte inédite, celle des déplacements de prêtres mis en cause dans des affaires de pédophilie. Il y a quand même cette idée que quelqu'un qui a été un prédateur pour des enfants, finalement, s'il va en Afrique ou s'il va en Amérique latine, c'est pas bien grave, c'est criminel. Et les victimes se comptent par dizaines de milliers, marquées dans leur chair pour le reste de leur vie. Nos investigations nous conduiront jusqu'au pape François. Nous vous révélerons que lorsqu'il était évêque de Buenos Aires, il aurait tenté de faire innocenter un prêtre pédophile. Votre sainteté, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine dans l'affaire Grassi? Nous avons enquêté dans les arcanes de l'Église. Sur l'autel de la vérité, la loi de Dieu semble prévaloir sur celle des hommes. Notre enquête sur les déplacements internationaux de prêtres accusés de pédophilie commence aux États-Unis. À Chicago, au pied de cette cathédrale, nous sommes venus pour cette manifestation unique en son genre. La plupart ont été victimes de prêtres pédophiles. Dans leurs mains, des portraits d'eux ou de leurs enfants lorsqu'ils ont été abusés. À travers tout le pays, 16 000 personnes ont porté plainte contre des prêtres catholiques pour abus sexuels. Ces victimes sont réunies pour le congrès annuel de leur association, le SNAP, littéralement le réseau de ceux qui ont survécu aux abus des prêtres. Bonjour à tous. Ravi de vous revoir. Je pense qu'on est encore plus nombreux que l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. Combien d'entre vous sont là pour la première fois? Presque 40%. Rappelez-vous qu'ici nous sommes tous des survivants d'abus sexuels et qu'on nous a volé une partie de notre enfance. Donc si vous cherchez un lieu où vous pouvez vraiment être compris, vous êtes au bon endroit. Récemment, l'association a vu des victimes du monde entier se joindre à la cause. C'est devenu l'international des abusés de l'Église. Je m'appelle Miguel, j'ai 34 ans. Je suis un survivant d'abus sexuels commis par un prêtre à Barcelone, en Espagne. Quand j'avais 16 ans, le prêtre qui était en charge des jeunes de la paroisse a abusé de moi. Vous venez d'où? Santiago, Chili. Je viens d'Allemagne, Berlin. J'ai été agressée sexuellement au Mexique quand j'avais 14 ans. Je viens des Philippines. Un prêtre a abusé de moi pendant 3 ans. Quand j'avais 15 ans. Quand j'étais adolescente, un prêtre a longtemps abusé de moi. C'était à Vancouver, au Canada. Des témoignages
venus de plus d'une cinquantaine de pays. À la fin de la conférence, nous retrouvons l'une des militantes, Anne Barrett Doyle. Grâce au signalement des victimes, l'association est la seule à avoir pu établir la liste des prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie dans le monde entier. Dans cette liste, nous inscrivons uniquement les cas documentés de prêtres accusés d'abus sexuels sur enfants. Nous cherchons des preuves publiques, comme les jugements, que l'on recoupe avec des articles de médias nationaux. Elle a commencé ce travail il y a 14 ans. À la différence des Français, ici, ces militants publient sur Internet les noms et les photos des prêtres mis en cause, pour éviter qu'ils soient à nouveau un jour en contact avec des enfants. Ça, c'est juste les prêtres dont le nom commence par un A. Combien de noms avez-vous recensés en tout? Notre base de données contient plus de 4400 noms. Et vous avez des noms français dedans? Oui, nous en avons quelques-uns. Le père Rivoire, par exemple, est un cas très troublant. Quand il était en poste dans le nord du Canada, il a abusé d'un jeune garçon, un Inuit. Sa victime a porté plainte et Rivoire a fui. En 1993, sa communauté religieuse l'a renvoyé en France et nous avons perdu sa trace. Malheureusement, la victime qui a porté plainte s'est suicidée en décembre 2012, à l'âge de 55 ans. Le prêtre français a fait la une des médias au Canada. Pour les militants du SNAP, c'est un cas typique de mutation internationale. Sa communauté religieuse l'aurait aidé à fuir et le cacherait en France. Nous entrons en contact avec la sœur d'une des victimes présumées du prêtre. Theresi Tungalik nous parle depuis les territoires inuits au Canada. Son frère Marius s'est suicidé il y a 5 ans. Il avait porté plainte contre le prêtre français. Elle vient de nous envoyer ses vieilles photos, elle avec son petit frère et ce cliché du père Rivoire. Quel âge aurait Marius aujourd'hui? Il aurait 58 ans. Pensez-vous que ce qui lui est arrivé quand il était petit est en partie la cause de son suicide? Bien sûr. Bien sûr, ça ne l'a jamais quitté. Même plus tard, quand il était adulte, il ne pouvait pas dormir dans le noir. Il avait encore peur. Pensez-vous que Marius est la seule victime de ce prêtre? Non. Je connais d'autres personnes. Il a ruiné la vie de tellement de gens. Cet homme ne mérite pas d'être libre. Si nous pouvons mettre Rivoire derrière les barreaux ici, au Canada, ce sera un message très fort envoyé aux autres prêtres qui pensent pouvoir s'en tirer comme ça. Nous mettons la main sur le mandat d'arrêt de la gendarmerie canadienne qui vise le père Rivoire. Les autorités recherchent le prêtre depuis 1998. On découvre le nom de Marius, mais aussi ceux de 2 autres garçons barrés à gros traits noirs. Une jeune fille de moins de 14 ans compterait aussi parmi les victimes présumées. En tout, le religieux aurait agressé au moins 4 enfants. Enfin, tout en haut à gauche, une information capitale. Le nom de la ville où le prêtre serait réfugié. Gou, en France. Une petite ville du Vaucluse où se trouve l'un des monastères de sa communauté. Alors nous voici dans le train pour Strasbourg. Eh ben oui, parce qu'entre-temps, on a récupéré des documents internes de sa congrégation. Le père Rivoire aurait été déplacé plusieurs fois. Après Arviat au Canada, il n'est pas resté à Gou, comme le pensaient les gendarmes canadiens. Il se serait rendu à Turin, près de Lyon. C'est là que nous perdons sa trace. Mais après plusieurs mois d'enquête, au téléphone, un prêtre d'un prieuré où il a vécu nous met sur sa piste, involontairement. Il est dans la communauté des pères à Strasbourg. Mais il était chez vous jusqu'il n'y a pas longtemps, non? Ben oui, il y a un an, il était là. C'est juste ici. Le prêtre, recherché par la gendarmerie canadienne depuis 19 ans pour agression sexuelle sur 4 enfants, habiterait donc ici,
au sein de sa communauté religieuse. À partir de maintenant, nous filmons avec une caméra cachée. Bonjour. On vient voir Monsieur Rivoire. Monsieur Rivoire. Oui. Je vais voir s'il est là. Nos informations sont donc exactes. Le prêtre est là, au bout du couloir. Bonjour, Monsieur Rivoire. Bonjour. Mathieu, Martin, enchanté. Vous prendre une minute ou pas? On peut s'asseoir? Oui, c'est l'heure de dîner. On est journaliste et on vient vous voir parce qu'en fait, on a des personnes sur place dans ces territoires du Nord-Ouest, dans le Nunavut. Hein. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a plusieurs enfants qui ont parlé de vous, notamment de faits d'agression sexuelle. Et donc nous, on voulait avoir votre vérité là-dessus, parce que c'est important aussi d'avoir la vérité de ceux dont on parle. Vous voulez pas nous dire, même pas un petit mot? Non. Est-ce que le nom de Marius Tungalik, ça vous dit quelque chose? Je crois, oui, je me suis appelé dans quel village c'était, mais... C'était ce jeune homme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous lui montrons la photo de Marius Tungalik. Pour moi, ils se sentent tous. Hein. Ah oui. Et donc ce jeune homme-là, enfin ce monsieur, il s'est suicidé à 55 ans. Ah, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Il s'est suicidé et dans plusieurs de ses mails, il parle de l'agression sexuelle qu'il a subie et il donne votre nom. Il dit que c'était vous, celui qui a fait ces agressions. Regardez, ça c'est vous. C'est le mandat d'arrêt. Est-ce que vous savez que vous êtes sous d'un mandat d'arrêt canadien? Non. Est-ce que vous êtes signalé aux autorités françaises? Je n'en sais rien. Est-ce que vous-même, est-ce que vous avez fait la démarche? J'arrête là. Je vais vous poser une question très simple. C'est est-ce que vous avez déjà agressé sexuellement les enfants? Je ne vous réponds pas. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mon confesseur. Vous savez, monsieur, la vérité vous rendra libre. Vous connaissez cette phrase de la Bible? Oui, je la connais. Comment un prêtre accusé d'agression sexuelle sur mineurs peut-il changer de domicile, de pays et échapper pendant près de 20 ans à la police et à la justice? Est-ce un cas isolé? Un homme a peut-être une explication. Aux États-Unis, nous avons rendez-vous avec un ancien prêtre américain, Patrick Wall. Depuis les années 90, il s'intéresse de très près au scandale pédophile. J'ai rejoint le séminaire à 20 ans. Je pensais devenir curé et prêtre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Il y a eu tellement d'abus sexuels qu'ils ont dû m'ordonner plus rapidement que prévu pour remplacer les prêtres pédophiles qui étaient renvoyés de l'Église. Et à ce moment-là, à 32 ans, j'ai dû prendre une décision morale. Est-ce que je veux cautionner cette institution, en faire partie, ou est-ce que je dois prendre une autre voie? Et j'ai choisi un autre chemin, celui d'aider les victimes. Depuis, Patrick Wall est devenu lanceur d'alerte, un expert qui a témoigné dans plus de 2000 affaires d'agressions sexuelles commises par des religieux. Selon lui, l'Église catholique a mis en place un système d'exfiltration des prêtres accusés de pédophilie. J'ai retrouvé le même système en Australie, le même système aux États-Unis, le même système au Canada, le même système en Irlande, en Angleterre, en Italie. Honnêtement, c'est dans l'ADN de la religion catholique romaine. J'appelle ça la solution géographique. Prenons un exemple. Un évêque apprend qu'un prêtre est un prédateur sexuel. Il décide alors de le déplacer dans un autre diocèse où le scandale n'est pas connu. Et si ça ne suffit pas? Vous le changez de pays. C'est ça la solution géographique. Vous pouvez les bouger de continent en continent. Tant qu'ils parlent la langue, ça a l'air normal. Il va être accepté sans problème. Et c'est justement là que le danger arrive. La solution géographique, décrite par Patrick Wall, une source anonyme, nous en apporte la preuve.
nous recevons des dizaines de documents internes de la congrégation Saint-Jean. 500 frères, présents dans le monde entier. Cette communauté française est très controversée. Elle compte le plus grand nombre de prêtres poursuivis pour pédophilie depuis 2012. 3 condamnations en 5 ans. Et il y aurait d'autres cas d'abus sexuels. Tout est écrit là, noir sur blanc. Partout où il est allé, il y a eu des plaintes de jeunes filles. Un fait de 1990 sur une enfant de 7 ans. Au fil des pages, une étrange impression. La communauté semble être passée maître dans l'art des mutations internationales de prêtres suspectés d'agressions sexuelles sur mineurs. Avec le prieur général, nous avons convenu qu'il fallait le rapatrier en France. Ceci a été fait 5 jours plus tard. Dans la masse des documents de la communauté Saint-Jean, une lettre récente attire notre attention et nous fait reprendre l'avion. Cette lettre, la voici. Elle est signée de la main d'un haut dignitaire de l'Église. C'est archevêque camerounais. Il écrit aux responsables de la communauté Saint-Jean. Il vient de décider d'exclure de son diocèse plusieurs prêtres de la congrégation. Et il s'en explique. Très révérend frère, certains frères de Saint-Jean s'étaient mis dans des situations d'une extrême gravité. Les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. J'ai pesé de tout mon poids pour qu'on n'en arrive pas là. Qu'ont fait les prêtres français pour déclencher les foudres d'un archevêque? Au Cameroun, pays majoritairement catholique, la communauté Saint-Jean est une institution. Les frères dirigent l'un des plus grands collèges de Yaoundé. Mais à l'est du pays, à Bertoua, les frères Saint-Jean ont quitté la ville. Jusqu'en 2014, ils avaient la charge de cette cathédrale, la plus grande de la région. Nous nous invitons chez l'archevêque, celui qui a demandé au prêtre Saint-Jean de partir. Monseigneur Atanga, l'un des représentants de l'Afrique au Vatican. Ok. Interview de Monseigneur Atanga. Moi, je voulais vous montrer une lettre. C'est vous qui l'avez adressée au prieur général, Thomas Joachim, et vous dites dedans, vous parlez des frères en disant que certains frères s'étaient mis dans des situations d'une extrême gravité et que les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. J'ai pesé de tout mon poids pour qu'on n'en arrive pas là. Est-ce que vous avez essayé de cacher les faits pour pas que l'Église soit ternie, que l'image de l'Église soit ternie? Non, moi, je ne cache jamais les faits. Vous n'avez rien caché? Moi, je ne cache rien. Mais ça veut dire quoi quand vous dites, vous, ils étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux? Je ne voudrais pas commenter, cette lettre. Donc là, maintenant et cette lettre ne devrait pas être là. On a bien essayé d'en savoir davantage, mais... Non, je ne commente pas la lettre. Je ne dis rien là-dessus. Non, je ne commente pas. C'est pour ça que je dis que je ne commente pas. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Donc là, pas de commentaire? Aucun commentaire. Bon, d'accord. Vous ne devrez même pas avoir cette lettre. Je ne devrais pas avoir cette lettre? Cette lettre c'est une lettre confidentielle, donc... Merci à vous. Oui, merci pour vos précieux commentaires, Monseigneur. Mais nous n'avons pas tellement avancé. C'est à la cathédrale de Bertoua que nous comprenons les raisons du départ des frères Saint-Jean. Encore une fois, une affaire de pédophilie. Il y aurait eu des abus sexuels sur plusieurs garçons. Pendant 3 jours, nous cherchons à rencontrer les victimes présumées. Dans cette ville, où l'Église catholique est omniprésente, difficile d'évoquer le sujet. Finalement, nous retrouvons un des enfants qui aurait été agressé par l'un des frères Saint-Jean. Il a aujourd'hui 15 ans. Quel âge vous aviez à ce moment-là, vous? À ce moment, j'avais 12 ans. Il dit que non, c'est un homme de Dieu, il veut prêcher dans le monde entier. Et si un pacte avec Dieu serait un homme de Dieu, que les hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont, ils seraient bien. Il dit que bon, il n'y a pas de problème.
Nous lui montrons un document interne de la communauté. Le trombinoscope des frères Saint-Jean dans le monde. 508 photos. Plus lui. Oui, le père Emmanuel, c'est. Ce prêtre était bien en poste à Berthoua. Il a abusé de moi. Combien de fois? Il a abusé de moi 4 fois. Ça s'est passé comme ça près de plus d'1 mois. Il m'avait menacé que si je parle à quelqu'un, il risquerait de mourir ou de devenir fou. C'est un secret de l'église. On ne doit parler ça à personne, ça doit rester entre nous. Et j'ai signé un pacte maintenant avec Dieu. Un pacte de silence? Oui. Le jeune garçon finit par tout raconter à ses parents. Immédiatement, ils se rendent ensemble au palais de justice de Berthoua pour porter plainte. Mais ici, on ne touche pas à l'église. Moi-même, personnellement, j'ai vu le procureur de la République. On a passé plus d'1 heure. Il a appelé même son substitut. Son substitut est venu, il a répété la même chose. Les prêtres ne sont pas justifiables. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'on ne peut pas poursuivre les prêtres? Oui, on ne peut pas poursuivre les prêtres. C'est comme ça qu'ils ont dit que bon, c'est porter plainte contre l'Église catholique. À Berthoua, la justice des hommes protégerait donc les hommes de Dieu. Nous avons rendez-vous avec une fonctionnaire du ministère de la Justice. Nous tournons discrètement. Elle nous confirme la proximité entre l'Église et une magistrate très haut placée du tribunal au moment des faits. C'est ma poche d'église, c'était vraiment ancré dans l'église. Elle a quitté les prêtres. Donc quand l'affaire explose, la magistrate du tribunal a tout fait pour agir discrètement. Discrètement, pas c'est l'église. Ce sont les dossiers très délicats, surtout avec une expatriée. On a caché. C'est passé comme ça, inaperçu. Ça m'a fait mal, non? Ça m'a fait mal, mais comme monsieur rien dans le maillon, ma voix ne pourrait pas compter. La fonctionnaire nous donne un extrait de l'audition des victimes. Le nom de Père Emmanuel n'apparaît nulle part, juste désigné par le terme « le prêtre ». En tout cas, le nom du prêtre n'apparaît pas dans l'enquête, quoi. Le nom du prêtre, on n'a pas dit, mais moi je le connais. Le prêtre, c'était Emmanuel. Le prêtre n'a jamais été poursuivi. On l'a même pas inquiété. Avant de quitter Berthoua, nous rencontrons un autre garçon, une autre victime présumée. Lui aussi reconnaît le Père Emmanuel sur le trombinoscope. C'est lui. C'est lui qui vous a abusé. Oui. Où est passé le Père Emmanuel, prêtre français accusé d'abus sexuels par au moins 2 garçons? Parmi les documents de la communauté en notre possession, la liste des affectations de 2016. Depuis son expulsion de Berthoua au Cameroun, le Père Emmanuel serait maintenant à Bologne, en Italie. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à Bologne, aéroport Guglielmo Marconi. C'est ici. C'est le cheval, c'est les frères Saint-Jean. Nous attendons le Père à l'extérieur du prieuré. Quelques heures plus tard, branche ton micro surtout. Il arrive. Nous filmons discrètement. Père Emmanuel, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, Martin, Mathias. Oui. On vient vous voir par rapport à Berthoua, en Afrique. On voulait savoir pourquoi vous étiez parti. On est journaliste. On travaille pour la télévision française, France 2. Qui avez-vous rencontré là-bas? Un jeune garçon, pour être très précis, qui vous reconnaît parmi toutes les photos des frères Saint-Jean comme étant son agresseur pour viol. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce que vous reconnaissez ces faits-là ou pas? Non, c'est complètement faux. C'est une histoire qui a été inventée par l'évêque. Par l'évêque sur place? Oui. D'accord. Dans quel but? Qu'on parte. Ah. Donc il a demandé aux jeunes gens de mentir. Il s'en est servi. Il s'en est servi. Il nous a fait chanter avec ça. Donc c'est un complot. Il s'est servi de ça pour... Comment expliquer cette lettre, alors, du frère de l'archidiocèse de Berthoua, donc de Atanga, Joseph Atanga, le fameux archevêque.
Les frères mis en cause étaient sur le point d'être traînés devant les tribunaux au risque de ternir l'image de notre Église. Sur le point. Oui. J'ai pesé de tout mon poids pour qu'on n'en arrive pas là. Comment cet archevêque, d'un côté, vous accuserait, et de l'autre, pèserait de tout son poids sur la justice locale pour pas que vous soyez suivi? Fais croire. C'est assez subtil. Subtil, en effet. Des enfants manipulés par l'archevêque. Le père Emmanuel avance une nouvelle explication. Comment vous expliquez que deux jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas, vous reconnaissent sur plus de 500 photos de prêtres de la communauté Saint-Jean, en disant que c'est ce monsieur-là qui nous a agressés sexuellement? Pourquoi est-ce que deux? C'est difficile à dire parce qu'ils sont tous les deux un peu simplets. Je vous dis, c'est quelque chose de juteux. Il y en aura peut-être malheureusement d'autres. Ils cherchent de l'argent. Est-ce que vous avez été inquiété par la justice française ou la police française? Est-ce que vous faites l'objet d'un procès canonique ou pas du tout? Non. Il n'y a aucune... Il n'y a rien, en fait. Ça n'a rien passé. Ça n'a rien passé. D'après le père Emmanuel, il ne se serait donc rien passé. Mais pourquoi a-t-il été rapatrié du Cameroun alors qu'il aurait pu être affecté dans d'autres paroisses du pays? À Bologne, son nouveau supérieur nous explique. Il ignore que nous filmons. Des mesures ont été prises. Quand vous dites des mesures ont été prises, il n'y a pas de mesures. Des mesures, il a quand même changé de lieu, non? Ah oui. C'est pas des mesures, c'est quoi? De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est quoi qu'il en soit, ici, il n'est pas en contact avec des mineurs. Vous prenez quand même des mesures de prévention, au cas où. Non, il est dans une situation qu'il, en tout cas, de facto, ça met à l'abri, vous voyez. La communauté Saint-Jean aurait donc déplacé le père Emmanuel à Bologne pour qu'il ne soit plus en contact avec les mineurs. Pourtant, alors que nous sortons du prieuré, deux panneaux attirent notre attention. Teatro San Salvatore et Teatro, un théâtre dans l'enceinte du prieuré. Tiens, regarde. C'est en sortant que nous comprenons de quoi il s'agit. T'as la communauté Saint-Jean qui est là, même à la même adresse, au numéro 1. Et juste là, t'as le théâtre San Salvatore, qui est spécialisé dans l'éveil au théâtre pour les enfants de 6 à 10 ans, de 11 à 13 ans et de 14 à 18 ans. Donc, quand il nous dit qu'il n'est pas du tout en lien avec des enfants, peut-être pas dans l'église, mais à la même adresse, au même prieuré, dans les mêmes couloirs, il y a des enfants qui passent. Après tous ces déplacements autour de la planète Saint-Jean, nous avons beaucoup de questions à poser aux responsables de la communauté. Sur l'exclusion des frères Saint-Jean au Cameroun, mais aussi sur d'autres affaires évoquées dans leurs documents internes. Le directeur de la communication de Saint-Jean nous répond par mail. Nous sommes prudents vis-à-vis de la presse télévisée, a fortiori sur des sujets aussi sensibles. Après mûre réflexion, nous préférons ne pas répondre à votre demande d'interview. Au sujet du départ des frères de la cathédrale de Berthoua, nous avions toutes les raisons de penser que ces accusations et ces rumeurs étaient infondées, conclusion à laquelle la police et la justice ont abouti puisqu'ils n'ont engagé aucune poursuite après enquête. Je vous assure de mes sentiments cordiaux et de ma prière. Cette réponse ne nous satisfait pas vraiment. Alors nous nous renseignons sur l'agenda du responsable de la communauté Saint-Jean. Il doit s'envoler ce jour-là pour Addis Abeba, en Éthiopie, depuis l'aéroport de Roissy. Nous attendons le frère Thomas Joachim avec une petite pancarte, histoire d'attirer son attention. Et ça marche. Bonjour, frère Thomas, Martin Boudot, journaliste de France 2, Cache Investigation. Ah d'accord, Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Je me permets de venir vous voir parce qu'on a essayé de vous interviewer, mais j'arrive pas à avoir une interview avec vous. Oui, alors, je suis dans un coin. Donc, on vous a écrit. Oui, mais vous m'avez écrit, mais vous savez qu'on fait de la télévision, donc ça nous arrangeait d'avoir une interview. Puis en plus, on a vraiment plein de choses sur lesquelles on aimerait vous interviewer. Oui, oui. Je sais pas si on peut prendre quelques minutes ensemble. Non, je vous ai écrit pour vous expliquer pourquoi je ferai pas d'interview direct comme ça. C'est important qu'on ait des réponses à la télévision. On vous les a données par écrit. D'accord, mais... On vous a donné les réponses par écrit, donc
pense que c'est suffisant. Puis on vous a expliqué pourquoi on ne voulait pas faire l'interview comme ça. Et pourquoi vous voulez pas faire une interview comme ça alors? Je vous l'ai expliqué déjà. Non mais dites-moi, ça m'intéresse. Non, mais je vous l'ai expliqué par lettre. Moi j'aimerais vous poser des questions sur la question des abus sexuels sur mineurs de la part de membres de la communauté Saint-Jean. Oui. Il y a des accusations concernant certains de vos membres au Cameroun, à Berthois. J'ai des documents ici qui l'attestent. J'en ai également d'autres sur lesquels j'aimerais aussi avoir votre opinion. Notamment des... voilà, c'est un des documents de chez vous qui parle d'un frère qui dit qu'il y a eu des contacts non convenables avec des filles. Des personnes ont été bouleversées dans leur foi. Ici, c'est un autre frère qui dit qu'il n'y a pas de suivi de jeunes dans ces camps. Voilà, moi, ça me paraît important de connaître votre réponse là-dessus. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une interview sur le long terme avec vous? Non, je vous expliquais déjà par lettre pourquoi. Mais ici, on a un de vos frères qui parle d'abus sexuels. Est-ce que pour chacun de ces cas-là, vous avez transmis les signalements à la justice? Malgré nos relances, la communauté des frères Saint-Jean restera sourde à nos demandes. Au cours de notre enquête, nous avons mis au jour d'autres exemples de déplacements internationaux de prêtres accusés de pédophilie. On aurait pu vous raconter l'affaire de ce prêtre lyonnais, déplacé en Guinée après des accusations d'agression sexuelle sur une adolescente en France. Ou encore ce curé sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour agression sexuelle sur mineurs en Normandie, réfugié au Liban. Ou même ce religieux italien, poursuivi pour des abus sexuels sur 8 garçons, mutés au Mozambique. Au sein de l'Église catholique, combien de cas de prêtres déplacés de pays en pays à cause d'affaires d'agression sexuelle sur mineurs? Nous tentons de les recenser. Pendant 3 mois, nous appelons les principales associations de victimes dans le monde. Chacune nous envoie sa liste de prêtres mutés. Puis nous contactons des lanceurs d'alerte, des avocats, des juges. Le tout croisé avec des articles de médias locaux. Nous ne prenons que les cas de prêtres déplacés après 1990. Il y a tellement d'affaires qu'il faut voir les choses en grand. Ce sera la Géode à Paris et son écran géant à 180 degrés. Nous avons compilé toutes les données sur une carte. Pour la décrypter avec nous, le père Joulin. Bonjour Père Joulin. Bonjour Madame. Merci vraiment d'être ici. Merci à vous. Un religieux au profil unique en France, à la fois prêtre et thérapeute. Il reçoit des victimes d'abus sexuels, mais aussi les prêtres mis en cause. Ah oui, c'est aussi le seul religieux français à avoir accepté notre invitation. En fait, notre équipe a collecté les cas de prêtres ou de religieux de l'Église catholique qui ont été déplacés. Vous voyez les flèches qui commencent à se mettre en place sur la carte. Déplacés, ça veut dire mutés à cause d'affaires de pédophilie. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous vous attendiez à autant de mouvements sur cette carte et donc à autant de prêtres déplacés ou mutés en raison d'affaires de pédophilie? Autant de déplacements et de prêtres mutés, non, pas de cette... ça me semblait être quelque chose d'un autre âge, hein, qui se faisait il y a un siècle, mais qu'on avait un peu laissé courir. Mais ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Non, pas du tout le cas. Depuis 1990, on a comptabilisé 95 mutations, entre guillemets, de prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie. Et encore, on est très loin d'avoir accès à toutes les données. En tout, ils auraient abusé de 802 victimes.
Donc ce chiffre-là est important aussi, très important. Oui, tout à fait. C'est 802 victimes qui auraient pu être évitées. On a le sentiment d'avoir affaire à un système d'exfiltration de prêtres pédophiles ou soupçonnés de l'être. Il y a une dynamique qui est celle de déplacer au loin. Mais là, on est carrément dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et il y a quand même cette notion, si ces personnes ont été reconnues comme étant des pédophiles ou étant des auteurs d'abus sexuels dans les pays d'où ils sont originaires, les envoyer à l'étranger, c'est complètement irresponsable, c'est criminel. Alors, on va parler de cas très précis qu'on a découverts au cours de cette enquête. Le cas du père Nicolas, on va le découvrir ensemble, accusé de viol sur des enfants sourds dans les années 80 en Italie. Il n'a jamais été jugé, mais il a été transféré en Argentine, où il a été arrêté récemment pour des faits absolument similaires. Cette fois, c'était à Mendoza. C'est irresponsable. Ils sont au courant de ce problème-là. Et c'est certainement pas en le remettant dans un cadre où il va pouvoir refaire les mêmes crimes qu'il a commis en Italie. Qu'aurait dû faire l'Église? Il y a pouvoir dans le droit canonique de faire quelque chose, de faire que cet homme-là soit retiré de la prêtrise. Vous faites partie des pères blancs, les missionnaires d'Afrique. Vous remarquerez que les prêtres soupçonnés de pédophilie ont souvent été mutés, déplacés en Afrique, et vous l'avez dit aussi, en Amérique du Sud, des terres de mission. Et ça, j'imagine que quelque part, ça vous fait mal. Il y a quand même cette idée que quelqu'un qui a été un prédateur pour des enfants, finalement, s'il va en Afrique ou s'il va en Amérique latine, c'est pas bien grave, quoi. Voilà. Pour les enfants là-bas, quoi. On vous sent choqué? Oui. C'est plus acceptable aujourd'hui. C'est irresponsable, c'est immature, c'est tout ce qu'on veut. Et je crois qu'il y a quelque part aussi, chez beaucoup d'évêques ou autres, une telle déconnexion avec tout ce qui touche à la sexualité, à l'humain, à autres, qu'ils ne sont pas capables de ressentir ce que peut être la violence d'un abus sexuel sur un enfant. La personne que j'ai accompagnée, qui m'a confié le plus tardivement chose, elle avait été abusée à l'âge de 7 ans, elle m'en a parlé à l'âge de 87 ans. 80 ans plus tard, ça lui a pris pour pouvoir oser la parole sur ces faits-là. Parce que pour l'Église, la victime, c'est le fauteur de troubles. C'est celle par qui le scandale arrive. Celle par qui le scandale arrive. Il y a une peur profonde du scandale. Et donc, ces victimes sont des enfants de Dieu. C'est pas l'ennemi, c'est pas des sous-enfants de Dieu, c'est pas une sous-catégorie. Alors le pardon, ça serait bien pour ceux qui sont abusés, mais la miséricorde, pas pour les victimes. Mais c'est quoi ça, comme système? C'est un système pervers. Et c'est ce système-là qu'il faut changer. Quand je vous parlais de combat, c'est là que le combat il doit se mener. Vous l'imaginez, après cette interview, notre regard se tourne vers le Saint-Siège à Rome, là où se décident les lois de l'Église. Là où se prennent aussi les sanctions contre les prêtres coupables d'actes pédophiles. Mais au cœur même du gouvernement du Vatican, de hauts responsables auraient couvert des prêtres accusés de pédophilie. Après plusieurs mois de discussion, le Vatican a choisi ce prêtre pour nous répondre. Le père Zollner, conseiller du pape sur les questions d'abus sexuels, il siège aussi à la commission de protection des mineurs, une instance créée par le pape François il y a 2 ans. Vous avez été nommé à cette commission. Qu'a fait cette commission depuis? Et pensez-vous que c'est suffisant? Nous avons des personnalités qui viennent de tous les continents au sein de cette commission. Nous avons des experts dans différents domaines, la psychologie, la psychiatrie, le droit international, le travail social et la théologie. Nous réfléchissons ensemble aux prochaines étapes pour aider le pape à mettre en place de nouvelles mesures, être plus rigoureux dans le fonctionnement des églises de chaque pays. D'accord, mais il y a encore beaucoup à faire, non? Je dis souvent cette phrase, c'est le travail d'une génération. Nous n'aurons pas terminé dans 2 ans, dans 5 ans. Nous devons travailler sur le long terme, sur 15, 20, 30 ans. Je voulais vous montrer quelque chose. Ce sont les 10 cardinaux qui sont habituellement considérés comme les plus puissants du Vatican. Il y a d'abord le C9, n'est-ce pas? Oui, c'est le conseil consultatif. Et il y a aussi Gerhard Müller, le cardinal en charge de la congrégation pour la doctrine de la foi. Parmi ces 10 cardinaux, 4 sont accusés d'avoir couvert des prêtres pédophiles. Vous le savez, bien sûr. Oui. Qu'en pensez-vous?
Je n'ai pas d'informations particulières sur aucun d'entre eux. Mais vous venez de me dire que vous étiez au courant? Je sais qu'il y a des allégations, mais je ne connais pas le contexte de ces affaires. Je ne suis pas un enquêteur. Vous voulez que je sois plus précise? Je vous en prie. D'accord, le cardinal George Pell, il est là. Il y a quelques mois en Australie, devant la Commission royale sur les abus sexuels au sein de l'Église, il a reconnu être au courant d'abus sexuels commis par des prêtres australiens et ne pas les avoir dénoncés à la justice. Que pensez-vous du fait qu'il fasse partie du C9 en dépit de cette histoire? Je suis allé en Australie l'an dernier. Oui. J'ai rencontré 3 victimes qui ont fréquenté l'école à l'époque où le cardinal Pell en était le directeur adjoint. Et il s'est engagé à coopérer avec la justice. Et il s'est engagé à mettre en place des mesures préventives. Oui, mais quand vous dites « il va le faire », c'est à l'avenir. Oui. Mais il n'a pas dénoncé les abus sexuels? Non, mais il l'a reconnu. C'était avant qu'il aille au C9. C'est choquant pour vous ou pas? Bien sûr que c'est choquant. Qu'il fasse partie du C9 et qu'il n'ait pas dénoncé des abus sexuels sur les mineurs? Oui. Francisco Errázuriz, cardinal du Chili. Des documents ont montré qu'Errázuriz a attendu 5 ans après que la première victime a parlé pour agir et démettre le prêtre de ses fonctions. Depuis, le prêtre, le père Karadima, a été déclaré coupable d'abus sexuels par le Vatican. Le cardinal Errázuriz est ici, toujours au C9. Oui, je ne suis pas responsable des nominations au C9. Non, mais qu'en pensez-vous? Ce n'est pas moi qui décide. Mais vous avez bien une opinion. Je pense qu'ils y resteront aussi longtemps que le pape le décide. Le pape est donc le seul à pouvoir sanctionner ses cardinaux. Pourquoi alors n'agit-il pas plus fermement? Peut-être parce qu'il est lui-même très critiqué dans son pays natal, l'Argentine. C'était avant son élection. Habemus Papa. Lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, il aurait tenté de faire innocenter un prêtre jugé pour pédophilie. Nous prenons une dernière fois l'avion pour l'Argentine, cette fois. Dans nos bagages, ce livre d'entretien avec le pape. À la page 64, il aborde la question des prêtres pédophiles. Il écrit « Cela n'est jamais arrivé dans mon diocèse ». Parole de Saint-Père. Mais est-ce la stricte vérité? À Buenos Aires, dans sa ville, à droite du dieu Maradona, le pape est une star. Son image est partout. Pourtant, certains ne partagent pas ce culte de l'icône. Dans le centre de la ville, nous avons rendez-vous avec un groupe de victimes qui accusent des religieux de les avoir abusés. Elles ont alerté le pape François quand il était leur archevêque à Buenos Aires. À propos des prêtres pédophiles, dans son livre, le pape François dit pourtant que ça n'est jamais arrivé dans son diocèse. C'est ce qu'il voudrait faire croire. C'est un mensonge. Qui parmi vous a essayé de contacter le pape François quand il était archevêque? Qui a essayé? Nous tous. Nous tous. Et qui a eu une réponse? Aucun. Personne. Il reçoit toutes les célébrités du monde, comme Leonardo DiCaprio, à tous. Il ouvre sa porte, mais nous, il ne nous envoie même pas une petite lettre pour dire « je suis désolé ». Je n'attends plus rien de lui. Je ne crois plus en lui. J'ai beaucoup souffert et je suis très déçue. Car le pape n'a rien fait quand il était en poste ici. Tout le monde me disait de lui écrire, qu'il allait me répondre. Mais au final, rien. J'ai beaucoup souffert. Je suis très déçue.
Quand il était archevêque de Buenos Aires, le pape François serait donc resté sourd à la détresse de ses victimes. Mais il y aurait plus grave. Dans une autre affaire qui implique d'autres victimes, il aurait volontairement tenté d'influencer la justice. C'est l'affaire du père Grassi, le plus grand scandale de pédophilie de l'Église en Argentine. Julio Grassi était l'un des prêtres les plus connus du pays. Très influent, très médiatique, il gérait un immense orphelinat. Jusqu'à ce que plusieurs enfants portent plainte pour agression sexuelle. En 2009, il est condamné à 15 ans de prison. Aujourd'hui, il est toujours derrière les barreaux. Si le cas Grassi est si sensible en Argentine, c'est que l'Église a tout fait pour l'innocenter. Juan Pablo Gallego a défendu les enfants victimes du père Grassi. 15 ans de procédure, et face à lui, les avocats les plus renommés du pays, mais aussi l'Église catholique. En 2010, après la première condamnation de Grassi, on s'est rendu compte que l'Église avait commandé une contre-enquête sous le nom « Étude sur le cas Grassi », réalisée par un juriste très reconnu, professeur de droit pénal à l'Université de Buenos Aires. Ne vous fiez pas à la couverture qui laisserait croire à un ouvrage d'histoire. Cette contre-enquête de 2600 pages est un document juridique confidentiel, interne à l'Église argentine. À l'intérieur, les enfants sont accusés de falsification, de mensonges, de tromperies et d'inventions. Leur orientation sexuelle est même questionnée. La conclusion est sans ambiguïté. La justice s'est trompée. Il faut acquitter le père Grassi en appel. Un paragraphe attire notre attention. Ce travail a été commandé en 2010 par la Conférence épiscopale d'Argentine, plus particulièrement par son président d'alors, le cardinal Bergoglio, aujourd'hui pape François. Le pape a donc bien commandé une contre-enquête qui tente d'innocenter un prêtre condamné pour pédophilie. Et José Bergoglio, le futur pape, l'aurait fait envoyer au juge, pas à n'importe quel moment, avant les différents procès en appel du père Grassi. L'un des magistrats qui a reçu la contre-enquête accepte de nous rencontrer. Carlos Maíquez, ancien juge de la Cour d'appel, ancien ministre de la Justice, aujourd'hui juge à la Cour de cassation. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ce volet de l'affaire. Il se souvient parfaitement du jour où il a trouvé la contre-enquête sur son bureau. Cette contre-enquête, vous l'avez reçue? Oui, je l'ai reçue. Et est-ce que ça a influencé votre jugement? Non, absolument pas. Cette étude, c'est comme un roman judiciaire. Je crois que c'est une analyse partiale dans certains cas, très partiale dans d'autres. C'est clairement en faveur du père Grassi. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est exercer une pression subtile sur les juges. Une manière de vous influencer. Tout à fait, d'accord. Si. Subtil, mais finalement, inutile. La condamnation du père Grassi sera bien confirmée en appel et en cassation. La contre-enquête commandée par le pape quand il était archevêque de Buenos Aires remet surtout en cause le témoignage d'un garçon, un orphelin, la principale victime de Grassi. Depuis que l'affaire a explosé au début des années 2000, c'est la première fois qu'il accepte de rencontrer un journaliste. Il souhaite rester anonyme, car il a encore peur des représailles. J'ai reçu des menaces, c'est vrai. Il y a des preuves. Des gens sont entrés chez moi par effraction. Ils ont fracturé ma porte. Ils m'ont volé des affaires personnelles, mais aussi des documents qui auraient pu me servir pendant le procès Grassi. Au final, la justice a été obligée d'agir pour ma sécurité. J'ai été placé dans un programme de protection de témoins avant le procès. Que pensez-vous de cette contre-enquête? Je me rappelle de cette phrase que répétait le père Grassi au procès. Bergoglio ne m'a jamais laissé tomber.
Aujourd'hui, Bergoglio est devenu le pape François. Il n'a jamais démenti les propos de Grassi. J'en suis sûr, il n'a jamais laissé tomber Grassi. Le pape ne s'est jamais exprimé publiquement sur le cas Grassi. Pendant 8 mois, nous avons cherché à interviewer le Saint-Père. Des dizaines de demandes, refusées. Alors au Vatican, nous tentons de rencontrer sa sainteté. Il tient ce jour-là une audience publique sur la place Saint-Pierre. Pour avoir une chance de l'approcher, il faut se lever de bonne heure et se glisser dans la file d'attente des fidèles. Les portes s'ouvrent, comme dans les concerts, on se rue vers la scène pour réserver les meilleures places. Mission accomplie, nous voici au premier rang. Nous nous séparons en deux. Une partie de l'équipe filme depuis la terrasse du Vatican. Nous voulons remettre au pape François une lettre avec toutes nos questions sur son rôle supposé dans la tentative d'influence de la justice argentine. Des milliers de personnes se sont déplacées. Il nous faudrait un miracle pour arriver à parler au pape. Quelques heures plus tard, la papamobile fait son entrée. À son 3e passage, Élise se lance. Votre Sainteté! Nous parvenons à lui remettre notre lettre. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre Sainteté! Votre Sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Votre Sainteté, dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Malgré notre échange et notre lettre, ni le pape François ni le Vatican ne nous ont répondu. Au terme de cette enquête, une question. Comment l'Église catholique peut-elle sortir de ces silences coupables? Les clergés de plusieurs pays comme la Belgique, les États-Unis, l'Irlande ou les Pays-Bas se mobilisent et lancent des commissions d'enquête nationales sur les abus sexuels au sein de l'Église. Toutes les victimes sont reçues. Et la lumière est faite sur la responsabilité des évêques. Allez, osons une prière. Et si le Vatican lançait une enquête mondiale? Pour peut-être cicatriser les blessures du passé et avoir encore foi en l'avenir.